Bienvenue, je suis Jérôme Méran, rédac-chef de Machine Production. Pour ce nouveau numéro de MP l'émission, on va plonger au cœur d'un sujet brûlant, la réindustrialisation de la France. Nos deux experts décryptent les défis qui nous attendent et les solutions pour construire notre souveraineté industrielle. MP l'émission, c'est parti! Alors, je suis ravi d'accueillir sur le plateau de MP l'émission Gaspard de Monclin. Vous êtes avocat spécialisé dans la structuration de fonds d'investissement. Et Laurent Moisson, vous êtes cofondateur et coprésident des FFI, c'est les Forces françaises de l'industrie. Alors, c'est un club, je cite, pour des personnes qui veulent aider, soutenir, investir pour réindustrialiser la France. Alors, bienvenue à tous les deux sur le plateau de MP l'émission. Bonjour Jérôme, merci beaucoup. Alors Laurent, j'aimerais qu'on revienne sur les causes de la désindustrialisation de notre pays. Alors elles sont multiples, on pourrait passer toute une émission à expliquer et ça ne serait pas suffisant. Mais globalement, il y a eu un désintérêt d'à peu près, j'allais dire, tout ce qui fait la France par rapport à ce qui a fait aussi sa puissance économique, c'est-à-dire l'industrie. À un moment donné, c'est devenu un peu ringard, on s'est dit que c'était finalement les usines, c'était des endroits où il y avait de l'exploitation, où il y avait quelques personnes qui faisaient beaucoup d'argent aux dépens de quelques autres, et puis on s'est dit qu'il fallait un peu libérer ces gens-là. Et donc, on a demandé à l'Éducation nationale de surtout faire que des enfants d'ouvriers ne deviennent pas ouvriers, alors qu'il y avait une fierté. Il y avait vraiment des gens qui aimaient leur métier, qui faisaient des choses très bien, et qui, d'ailleurs, à l'échelle mondiale, étaient plutôt reconnus. Donc ça, c'est un premier point. Et si vous voulez, quand vous commencez à dire que quelque chose est mal en France, vous mettez en place un système de taxation qui va s'appuyer sur des éléments moraux. C'est-à-dire, quand c'est bien, on va l'exonérer, on va parfois même le subventionner. Quand on estime que c'est pas bien, on va mettre un certain nombre de taxes pour parfois décourager. Donc il y a eu quelque chose comme ça aussi, c'est-à-dire que concernant, enfin en tout cas estimant que c'était pas nécessairement très bien, la puissance publique s'est mise à, on va dire, contrôler plus, voire à décourager les investissements industriels, en tout cas les industries qui étaient là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque on parlait des 200 familles, c'est un peu le Zuckman de l'époque. C'est-à-dire qu'on disait que c'était pas normal qu'il y ait que quelques personnes qui aient beaucoup plus que d'autres. Donc moyennant quoi, il y a eu beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire qui faisaient un peu la force de nos régions, de l'économie régionale, qui ont été vendues à des fonds d'investissement pour payer l'impôt, etc. Donc ça, en fait, on a eu là-dessus tout un tas d'entreprises qui se sont vendues ou qui ont disparu. Et puis après, autre phénomène, c'est que nos groupes du CAC 40, ils appartiennent plus à quelqu'un. Vous voyez, ils appartiennent grosso modo à des fonds d'investissement, généralement américains, qui... alors on leur reproche beaucoup de choses aux Américains, mais enfin on ne peut pas leur demander d'être patriotes à la place des Français. C'est-à-dire que quand vous avez des fonds d'investissement qui possèdent une grande entreprise, les fonds d'investissement, ils doivent avoir quoi? Un maximum de revenus pour payer les retraites. Donc quand vous payez les retraites américaines, si jamais il faut délocaliser une usine qui est en France et puis la mettre ailleurs pour gagner plus, vous le faites. Donc si vous voulez, c'est tout un ensemble de choses, avec des comportements, on va dire, d'un certain nombre de grands groupes qui n'ont pas été très patriotes, et de l'autre côté, avec... globalement, et je veux jeter la pierre à personne, puisqu'il y a eu beaucoup d'alternance, mais entre gauche et droite, on s'est dit la France allait être un pays de tertiaire, que c'était très bien si on envoyait des usines dans les pays pauvres, parce que ça allait leur permettre de rejoindre cette grande famille de la mondialisation. Et on a oublié les territoires, on a oublié les entrepreneurs qui, eux, à l'époque, étaient mal représentés, parce que on a des instances patronales qui représentaient très très bien les grands groupes, mais pas bien du tout les petites entreprises. Donc elles sont toutes, enfin les moyennes plutôt, parce que c'est pas tellement les petites, c'est plus les moyennes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises de taille intermédiaire, qui finalement, à force de leur créer des conditions qui n'étaient pas bonnes, petit à petit elles se sont fanées, donc il en reste, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on a 2 fois moins d'industrie aujourd'hui en part de notre PIB que l'Allemagne, que la Suisse, pays des banques et des sièges sociaux. Ils ont plus d'industrie que nous dans leur PIB, ils ont plus de 20%. Gaspard, pour compléter. Non, je suis parfaitement d'accord, et je rajouterais d'autres problèmes qu'on connaît. Récemment, les coûts de l'énergie ont été très élevés.
quand il y a des coûts, l'industrie, par définition, repose grandement sur l'énergie dont elle a besoin pour produire, pour faire tourner les machines. Surtout l'industrie métallurgie. Hein. Bien sûr. Donc, quand les coûts sont moins élevés aux États-Unis ou ailleurs, et ben forcément, le patron, le capitaine d'industrie, il va choisir un endroit où la production coûte moins cher à faire. Donc, il y a les coûts d'industrie, il y a la surréglementation. On a énormément réglementé d'un point de vue environnemental, social, et forcément, une entreprise doit essayer d'être rentable face à cette surréglementation qui rajoute elle aussi des coûts. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui font que l'industrie française était moins compétitive par rapport à d'autres. Et c'est évidemment regrettable pour notre souveraineté notamment. Laurent, quels ont été les territoires, vous en parliez tout à l'heure, les plus touchés? Et j'aimerais aussi qu'on évoque les conséquences, notamment sur donc la perte de savoir-faire. Eh ben, écoutez, les territoires les plus touchés ont été ceux où il y avait le plus d'industrie. Alors, c'est pas très compliqué. Donc, vous prenez le nord de la France, qui était vraiment le nord, une partie de l'est, où il y avait historiquement beaucoup d'industrie, notamment textile, qui a été le secteur le plus rapidement touché. Là, ça a été dramatique. Donc, ceux où il y avait moins d'industrie, ça s'est moins vu. Après, il y a des paradoxes. Vous voyez, par exemple, la Vendée. La Vendée n'était pas un territoire d'industrie, on va dire, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était très agricole et les Vendéens ont su créer une industrie qui aujourd'hui est très dynamique au moment où il y avait d'autres endroits en France où ça s'est au contraire affaissé. Voilà. Donc, ces territoires-là ont été, j'allais dire, les plus touchés. Donc nord et est, on va dire, surtout, mais un peu partout, si vous voulez. Les savoir-faire ont été perdus. Alors, les entreprises. Les savoir-faire, de toute façon, ça c'est mécanique. On a vu ça notamment dans le nucléaire. C'est un sujet qui est criant, puisque pour le coup, on a un petit peu mis des anathèmes sur cette filière. On a découragé des gens à se former, et aujourd'hui, on repart. Donc vous voyez bien que l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à repartir, tout le monde crie parce que le PR n'est pas livré à temps, parce que évidemment on ne sait plus construire. Les premiers soudures. Alors on a tout un tas de problèmes là-dessus. Donc quand vous avez une filière qui s'affaisse, et surtout c'est quasiment, j'allais dire, dans les perspectives. C'est-à-dire quand vous êtes un jeune ingénieur, vous n'allez pas aller dans une filière où on vous explique qu'on va arrêter. Voilà. Donc comme le message était... L'industrie, c'est un petit peu pour des pays pauvres, et puis c'est pas très glorieux d'aller travailler dans l'industrie. Les ingénieurs sont allés bosser dans la finance, dans la tech, dans un certain nombre de trucs. C'est très bien, il en faut. Mais du coup, on en manque. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, il faut reconstituer. Je parle des ingénieurs, mais il n'y a pas que les ingénieurs. Aujourd'hui, on a des filières techniques qui, alors qu'il y a des perspectives très importantes dans ces métiers-là, avec des salaires. On parle beaucoup de valeur. Si vous voulez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on parle de métier, on parle de valeur. C'est formidable, mais enfin, il y a une valeur qui s'appelle les euros, ça marche aussi. Donc, si vous parlez à un certain nombre de personnes, l'ascension sociale, c'est encore quelque chose qui les intéresse. Peut-être pas dans les centres-villes des grandes métropoles, mais partout ailleurs, les gens se disent, moi, voilà, je veux payer les écoles j'allais dire, supérieures de mes enfants, je veux faire un certain nombre de choses comme ça. Donc, le fait qu'on puisse payer des salaires devrait pourtant intéresser les gens, mais on voit bien que dans les écoles professionnelles, il y a un problème d'attractivité parce qu'il reste encore un petit peu cette réputation de métier qui n'est pas d'avenir, alors que c'est tout le contraire. Gaspard, en quoi la perte de notre capacité industrielle menace-t-elle notre souveraineté? Elle la menace grandement. Ouais. La souveraineté, à mon sens, repose sur deux piliers. D'une part, une certaine autonomie. Alors, je ne parle pas d'autarcie, mais être capable de produire soi-même ce dont on a besoin. On prend l'exemple le plus évident, celui de l'industrie de la défense. Quand un pays est incapable de produire les armes dont elle a besoin pour se défendre, si elle les achète à l'étranger, elle ne peut pas rentrer en conflit avec l'étranger. Pire, elle est dépendante de l'étranger. Rappelez-vous que François Hollande avait cassé un contrat avec la Russie au moment où on leur achetait des porte-avions, juste avant l'invasion de la Crimée à l'époque, c'était en 2014. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas avoir cette dépendance vis-à-vis de la Russie, une dépendance stratégique. Il fallait
d'autant plus qu'on en est parfaitement capable en France, être capable de produire nous-mêmes à Saint-Nazaire les navires dont on a besoin pour notre marine. Donc ça, c'est l'exemple le plus criant, mais c'est vrai partout. Rappelez-vous, pendant la crise Covid, on n'avait pas de masques, donc on ne produisait pas de masques sur place, on ne produisait pas de bouteilles à oxygène ou pas assez, donc on a été obligé de faire appel à l'étranger, sauf que l'étranger a regardé lui-même avant de nous en envoyer. C'était bien légitime. Pourquoi est-ce que la Chine protégerait les Français plutôt que de protéger des Chinois? Donc il y a vraiment cette capacité d'abord à être autonome, à être à peu près suffisant et pouvoir se débrouiller par soi-même en cas de conflit, d'épidémie ou autre. Et il y a aussi se projeter dans des alliances stratégiques. Quand on est producteur, quand on a une industrie qui est forte, quand on sait produire des avions par exemple, et qu'on en vend à l'Inde, c'est le cas des Rafales, et bien là c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'Inde qui devient notre allié stratégique. Quand le contrat a été cassé avec l'Australie pour qu'on leur fournisse des sous-marins à propulsion nucléaire, c'était une perte stratégique très forte. C'était vraiment une relation unique qu'on allait pouvoir faire naître avec un partenaire dans le Pacifique qui n'a pas pu voir le jour. Donc c'est pareil sur tous les autres sujets. C'est-à-dire que quand Renault est capable de vendre à l'étranger des productions faites en France, c'est la France qui va être plus forte parce que c'est des revenus qui viennent en France, c'est de l'argent qui va tourner dans notre économie, qui va permettre de payer nos impôts, nos salaires, etc. Donc il y a vraiment ces deux dimensions, à la fois être suffisant par soi-même et aussi être capable de se projeter dans un enjeu global qui est évidemment de plus en plus tendu. On le voit avec les grandes puissances que sont la Russie, les États-Unis, la Turquie, la Chine. Elles sont là évidemment pour défendre leurs intérêts. Donc il faut que maintenant la France, l'Europe défendent les siens et soit capable de plus en plus de se projeter à l'étranger. Ça va en grande partie dépendre de son industrie, toutes ces industries. Évidemment, on est très présent sur la mode ou autre, et c'est très bien, ça participe de la culture, de l'art de vivre, et on peut le projeter en avant, mais il ne faut pas négliger la production spatiale, la production de toute automobile, évidemment, toutes les autres, elles sont toutes autant stratégiques. Allez, on marque une pause pour écouter le ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin, nous parler justement de réindustrialisation. C'était durant le kick-off de Global Industrie. Comment expliquez-vous le ralentissement de l'ouverture de nombre d'usines en France suite au baromètre de l'industrie de l'État? Donc on est passé de plus 48 en solde positif à plus 9. Comment l'expliquez-vous? Écoutez, vous savez, la question de la réindustrialisation, c'est pas quelque chose qui se fait dans le temps court. D'ailleurs, l'industrie, elle mise en général sur le temps long. Alors oui, on traverse une période difficile. Il y a un contexte international où Nicolas Dufourcq l'a rappelé tout à l'heure. Il y a de la part de la Chine aujourd'hui cette question de surcapacité, cette question extrêmement conquérante. Les États-Unis qui ont décidé de se renfermer, d'affecter des droits de douane à tout le monde de manière massive, sans aucune distinction. Et donc à nous de nous adapter aujourd'hui, à nous de savoir nous protéger pour permettre à nos entreprises de regagner en compétitivité et d'être à nouveau conquérantes. Je vais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a un baromètre que nous publions avec l'usine nouvelle, qui est également intéressant, qui est celui des nouvelles usines technologiques qui ouvrent en France, et qui établit qu'au premier semestre, nous en avons ouvert 39. C'est beaucoup plus que l'année dernière, et beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Et donc la réindustrialisation par l'usine technologique, robotisée, les startups industrielles, elle s'accomplit. Alors on retrouve nos deux invités pour continuer notre discussion autour du sujet de la réindustrialisation. Alors, depuis plusieurs années, la réindustrialisation de la France s'impose comme une priorité absolue pour l'État dans un contexte marqué par la concurrence internationale, la transition écologique et la nécessité de préserver notre souveraineté industrielle. Gaspard en parlait. Gaspard, justement, il était temps que l'État s'intéresse à nouveau à son industrie. Oui, il est temps, il est peut-être, hélas, un petit peu trop tard aussi. C'est-à-dire que maintenant, on le voit bien, les finances publiques sont particulièrement tendues. Il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. On voit encore tous les mois des fleurons de l'industrie partir en redressement judiciaire ou en liquidation parce qu'il n'y a personne pour le soutenir. Donc moi, je ne suis pas certain que l'État soit aujourd'hui le meilleur acteur pour aller sauver les industries. Je crois plus aux entrepreneurs ou même
on en parle beaucoup, mais l'épargne des Français, il faut, c'est ce qu'on essaye de faire autant que possible, convaincre les Français d'investir dans leur industrie, de dire qu'il y a de la rentabilité, qu'il y a de l'investissement souverain, utile, sain, et pas laisser de l'argent que sur des comptes bancaires sans avoir été utilisé au profit de notre économie. Donc effectivement, l'État peut être un acteur, mais je crois plus à un État qui inciterait le privé à investir plutôt que l'inverse, plutôt que de le désinciter par des taxations ou autres, plutôt qu'un État qui serait aujourd'hui le grand financeur de notre industrie de demain. Je crois hélas que ce temps-là est terminé. Et d'ailleurs, par le passé, c'était des privés qui finançaient notre industrie quand elle était puissante et il n'y avait pas de drame à ça. Il y a eu quelques exemples d'un État stratège qui était capable de créer comme ça des groupes industriels, mais il n'y en a pas eu beaucoup non plus. C'est quand même, pour la grande majorité d'entre eux, à part quelques programmes, Ariane ou autres, c'était quand même des hommes, des capitaines d'industrie, des entrepreneurs qui ont permis à la France d'avoir une ère industrielle puissante et stratégique. On pourrait parler des différentes guerres mondiales, mais évidemment, c'était essentiel à ce moment-là. Laurent, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche avec sa politique économique résolument protectionniste, peut-il jouer un rôle d'accélérateur pour réindustrialiser en France et plus largement en Europe? Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans les déclarations et dans les actes de Donald Trump, il y a deux choses. Vous avez d'abord du protectionnisme qui fait que pour une industrie exportatrice, ça devient compliqué. Le marché américain va devenir une citadelle et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il fait exactement ce que dit Gaspard, c'est-à-dire il essaye d'inciter des industriels à créer de l'emploi et de la valeur et de la souveraineté chez lui. Voilà. Donc, si les usines sont chez lui, elles ne sont pas ailleurs, et donc il y a un risque d'aspiration. On l'a déjà vu avec Biden, parce qu'on parle de Trump, mais les Américains, ils sont rectilignes. C'est-à-dire que vous avez l'alternance, mais ils changent assez peu les éléments économiques. Donc il y a des nouveautés à chaque fois, mais ça va toujours dans le même sens. Donc l'IRA de Biden, qui était là pour inviter les entreprises à ouvrir des usines si possible vertes aux États-Unis, ça a déjà été un aspirateur extrêmement fort à capitaux. Le protectionnisme américain risque d'avoir le même effet. D'un autre côté, après, vous avez ça, c'est un élément, j'allais dire, factuel. Ça crée un élément psychologique. C'est pas tellement ce que fait Trump, mais c'est comment il l'explique qui risque de bouger les choses. Parce que, quelque part, il nous humilie. Il nous explique que c'est lui le boss. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette photo complètement hallucinante où il était pris de dos, il y avait tous les chefs d'État européens qui étaient là, en train d'écouter pendant 45 minutes ce que disait papa, quoi. Voilà. Ça a été vécu par toutes les chancelleries, et nous, même les chefs d'État, puisque on n'a pas convoqué les ministres, c'était vraiment les chefs d'État qui étaient là, comme un affront. Comme l'est d'ailleurs son attitude avec l'Ukraine, où il passe au-dessus de la tête des Européens pour faire des deals. Bon. Donc ça, si vous voulez, dans des nations où on est quand même très sensible, beaucoup plus sensible à la communication qu'à la réalité des faits, qu'on peut toujours planquer dans des statistiques un petit peu arrangées. Enfin, je ne dis pas qu'il les trucs, mais enfin la façon dont tu les présentes. Là, c'est clair et net que c'est plus nous les champions, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que ça peut faire ressurgir un esprit de, je dirais pas de conquête, mais au moins de résistance. C'est un petit peu là-dessus qu'on vise, d'où le sigle FFI, Force Française de l'Industrie. Ça peut nous faire rebondir et nous dire, et nous montrer que, comme l'a dit Gaspard à l'instant, on doit quand même avoir les moyens de nos ambitions. Aujourd'hui, si on dit on veut continuer la guerre et aider l'Ukraine, Trump a été extrêmement clair, c'est envoyez vos tanks ou achetez si possible du matériel américain d'ailleurs pour leur envoyer, mais moi j'arrête de payer. Donc ça, oui, et à un moment, voilà, on est maintenant devant nos responsabilités, et soit on se couche et quelque part on arrête de faire des déclarations un petit peu chic, mais voilà. Soit derrière, on passe aux actes, et pour ça, il faut une puissance industrielle capable de faire tout ce qu'on vient de se dire. Alors Gaspard, comment attirer les investisseurs et quel type d'investisseurs faut-il éviter pour relocaliser la production? Alors, les investisseurs, ils sont très divers, très nombreux et très divers. C'est-à-dire qu'il y a autant des grands fonds d'investissement
qui sont susceptibles d'investir des centaines de millions, si ce n'est des milliards. Et attirer ces investisseurs-là, c'est un jeu extrêmement complexe qui va mêler de la politique, du business. C'est vraiment pas facile pour une ETI ou une PME d'aller vers ces investisseurs très professionnels, très institutionnels. Mais il y a tout un dégradé aussi d'investisseurs plus petits et plus accessibles. Le plus petit d'entre eux serait l'investisseur retail, vraiment la veuve de Carpentras qui a envie de placer une partie de ses économies dans une PME qui peut être rapidement rentable, qui peut, voilà, comme on le disait, participer de notre souveraineté, avoir une vraie utilité, peut-être une dimension écologique aussi qui va la séduire. Et puis on peut remonter la chaîne avec des business angels, qui sont des gens qui ont plus de moyens. Ils ne vont pas mettre quelques centaines d'euros, mais ils vont mettre plutôt des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Et on remonte comme ça la chaîne avec différentes catégories d'investisseurs qui peuvent être intéressés pour investir dans l'industrie. Et moi, je suis assez convaincu qu'on doit faire ce travail de pédagogie à destination de ces petits investisseurs, les rassurer, leur expliquer comment est-ce qu'on investit dans une entreprise, quelles en sont les conditions, à quel moment est-ce qu'on peut sortir. Ce n'est pas un investissement traditionnel, bien sûr, on est très habitué en France à l'assurance vie, au livret A, ce genre de choses, et ça peut être rassurant, mais il ne faut pas avoir peur de faire des ponts entre l'épargne populaire et l'économie réelle. C'est même essentiel, comme on le disait, l'État n'a plus les moyens de financer l'industrie, donc il faut vraiment encourager, moi c'est ce que j'essaye de faire avec le revenu notamment, on veut encourager et expliquer comment est-ce que ça peut se passer, avec de la technologie, avec du droit, enfin il y a beaucoup de ponts à tisser entre l'épargne et l'économie réelle, mais je suis vraiment convaincu que les grandes mannes financières, elles vont venir plutôt de là, à défaut des très grands investisseurs qui, eux, sont internationaux, peuvent investir un petit peu partout, ils ont moins de patriotisme économique que le petit investisseur qui, lui, va être content d'accompagner ce mouvement. Alors c'est peut-être cela qu'il faut éviter, non, pour... Je ne dirais pas qu'il faut les éviter pour autant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'ennemis. Alors, il y a évidemment des pièges, hein, que ce soit dans un pacte d'actionnaires ou dans n'importe quel autre financement, mais je n'irai pas jusqu'à les éviter. Il faut évidemment être armé et préparé quand on s'adresse à des investisseurs professionnels, certainement plus que quand on s'adresse à un petit épargnant. Mais dans les deux cas, il y a des précautions à prendre, il y a une réglementation financière à respecter. Et j'ai envie de dire, si l'étranger a envie d'investir en France, créer des emplois en France, créer de la production en France, payer des impôts en France, moi, je n'ai rien contre. Au contraire, tant mieux, je préfère ça plutôt que ce soit des entreprises françaises qui investissent dans des usines en Turquie ou ailleurs. Vous voyez, on a quand même intérêt à attirer des capitaux aussi venant de l'étranger. Très bien. Laurent, l'innovation technologique peut-elle servir de levier à l'industrialisation, à la réindustrialisation? Bien sûr, non, l'industrie, c'est de la technologie, hein. C'est évidemment, c'est un condensé en fait de génie humain, hein. Donc, on peut faire des industries, ça a été très à la mode, on en parle encore, mais ça peut être pérenne, hein. Ce qu'on appelle du low-tech, c'est-à-dire des industries où il n'y a pas beaucoup de technologie, mais la tendance de fond, c'est la robotisation, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ça. Donc, et si vous voulez, plus vous en avez dans le mix de coûts et d'actifs qu'il faut pour faire un produit, moins le coût salarial va peser. Donc plus on redevient compétitif par rapport à d'autres pays qui ont des coûts salariaux qui sont plus faibles que nous. Donc ça peut être une des solutions, bien sûr. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Gaspard de Monclin, je rappelle, vous êtes avocat spécialisé dans la structuration de fonds d'investissement et propriétaire du magazine Le Revenu. Laurent Moisson, vous êtes cofondateur et coprésident des FFI, les Forces Françaises de l'Industrie. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous ici, dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP, l'émission c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MP l'émission. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite!